Le Premier ministre en visite dans la région de Ségou, Mme Cissé Mariam Kaïdama Sidibé a posé la première pierre du lycée de Djoro avant de se rendre dans les périmètres maraîchers de Béouani et de Djoro. Nouveau contrat de plan Mali avec 15 ONG partenaires, plus de 2 milliards de francs CFA seront investis dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la microfinance. Voilà plutôt les images du festival. Nous irons à Tombouctou, au festival d'Essakan qui a ouvert ses portes hier. L'événement regroupe pendant 3 jours de milliers de festivaliers venus des différents points du monde. Bonsoir à tous et bienvenue à ce point complet de l'actualité. Fin de la visite du président de la République en Inde. Amadou Toumani Touré et sa délégation ont regagné Bamako aujourd'hui. En fin d'après-midi, en début d'après-midi plutôt, le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé ainsi que par de nombreuses autres personnalités. Le chef de l'État était à New Delhi, en Inde, depuis lundi dernier pour une visite officielle de 3 jours. Visite au cours de laquelle la délégation malienne a signé plusieurs accords avec la partie indienne. Voilà, après l'arrivée cet après-midi même du président de la République, il était en Inde pour une visite officielle. Nous vous en parlions hier dans nos éditions précédentes. Le Premier ministre, Mme Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, était en visite à Ségou. Mme Cissé Mariam Kaïdama Sidibé a visité les périmètres maraîchers de Djoro et de Béouani. Il s'agit notamment des champs d'oignons, de blé, de riz et de pommes de terre entretenus par des femmes maraîchères et l'opérateur économique Modibo Keïta, PDG de GDCM. Les nouvelles technologies appliquées dans les champs de pommes de terre donnent espoir. Nos envoyés spéciaux, Mahamadou et Abouakar Traoré. Madame Cissé Mariam Kaïdama Sidibé a visité le CESCOM de Djoro qui s'est fixé comme objectif 0 nouvelle infection VIH-Sida, 0 décès liés au VIH-Sida et 0 discrimination. Au cours d'une réunion spéciale qui a regroupé les femmes maraîchères de Djoro et les femmes relais de santé, le Premier ministre a sensibilisé les femmes afin qu'elles s'impliquent davantage en matière de santé et à s'acquitter régulièrement de leurs cotisations annuelles. Le Premier ministre a ensuite visité les champs d'oignons cultivés et entretenus par les femmes de Djoro. La grande surprise de la visite à Béouani a surtout concerné les champs de pommes de terre, de blé, initiés et entretenus par l'opérateur économique Modibo Keïta, arrosés grâce à l'application de nouvelles technologies appliquées performantes, entraînant des créations d'emplois. En 2008, il y avait une crise mondiale du riz. Bon, on a dit que vraiment, il y a la crise, mais on ne peut pas rester comme ça. On a fait des phases d'expérimentation. Vraiment, ça a bien marché. Voilà, ce que vous voyez là, c'est du blé. C'est une première fois dans la zone office du Niger. Ce n'est pas possible que nous, on reste comme ça, on ne fait rien. Donc, pour moi, ce n'est pas acceptable. Pour le Premier ministre, Mme Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, selon les vœux du chef de l'État, Amadou Toumani Touré, le gouvernement s'impliquera toujours afin d'aider et de soutenir tous ceux qui s'impliquent dans le processus de la sécurité alimentaire. Je saisis également l'opportunité pour féliciter l'Office du Niger pour le travail qui est abattu ici dans le cadre du développement, pour mettre ces infrastructures hydro-agricoles à la disposition de nos opérateurs économiques et demander à ces opérateurs économiques ne serait-ce que de venir visiter pour se rendre compte de tout le potentiel qui est là, de le découvrir afin de se décider à y investir. Cette mission a été très bénéfique. Elle a permis au Premier ministre et à toute sa délégation de se rendre compte, une fois de plus, de l'effectivité du projet Village du Millénaire. Avant donc la visite des périmètres maraîchers, le Premier ministre avait posé la première pierre du lycée de Djoro Farakoumassa d'un coût de 500 millions de francs CFA. Ce lycée avec système internat facilitera davantage la scolarisation des élèves durant les études secondaires. Ce lycée est le fruit du partenariat entre l'Université de Columbia des États-Unis d'Amérique, le PNUD et le Millennium. Elle s'inscrit également dans le cadre du village du millénaire dans l'Office du Niger. Voyons la première étape de cette mission du Premier ministre avec nos envoyés spéciaux Mahamadou Doumbia, Adama Keïta.
La première pierre du lycée de Dioro, Farakouroumansa, qui vient d'être posée par le Premier ministre, Mme Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, répond à un besoin pressant des populations, à savoir faciliter la fréquentation scolaire des enfants de plus d'une trentaine de villages dans l'Office du Niger. Il a un coût de 500 millions de francs CFA avec un système internat et s'inscrit dans le cadre du projet Village du Millénaire. Nous avons été agréablement surpris le 19 janvier 2011 quand le chef du projet Village du Millénaire, en compagnie de messieurs les directeurs de l'Académie d'enseignement, sont venus nous annoncer la bonne nouvelle qui résultait de la volonté d'un partenaire à nous appuyer pour la construction et l'équipement d'un lycée ultramoderne dans la zone de l'intervention du projet, suite aux brillants résultats enregistrés par le projet dans cette localité. La réalisation de ce lycée moderne avec un système d'internat va, sans nul doute, faire oublier les cauchemars des enfants. Fruit du partenariat entre l'Institut de la Terre de l'Université de Columbia aux États-Unis d'Amérique, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Millennium Promise, la construction de ce lycée fait la fierté de la région de Ségou parce qu'elle permettra de renforcer la scolarité dans cette zone de Dioro particulièrement difficile d'accès durant l'hivernage. La volonté, c'est celle d'abord du président de la République, qui a cru dans la formule des objectifs du millénaire pour le développement et qui a souhaité que cette formule soit appliquée dans notre pays et qui s'y est engagé à cet effet. La volonté, c'est celle aussi de nombreux partenaires, au premier rang desquels le professeur Jeffrey Jacques à vos côtés, Rosso, Bono et bien d'autres, loin d'ici, mais qui ont mobilisé les ressources financières, matérielles, morales, intellectuelles, pour que le projet Village du Millénaire soit une réalité. Les progrès qui ont été faits au niveau de ces communes-là, et nous avons l'ambition de pouvoir implanter ce projet à travers nos 166 communes en difficulté. Et j'espère que les partenaires qui ont donné leur accord de principe dans les 5 années à venir vont donc étendre le projet à un premier lot de ces 160 communes en difficulté. Sur l'invitation du chef de l'État, ils sont venus, ils ont investi là, ils ont aidé les écoles à s'installer. Je dois profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour les remercier personnellement et pour les encourager pour ces œuvres de développement qu'ils font à travers l'Afrique. Le projet Village du Millénaire a été mis en œuvre à travers 10 pays africains dont le Mali. Ces pays ont été notamment choisis en fonction des critères de stabilité politique et de bonne gouvernance. Direction Tombouctou où le festival d'Essakan a ouvert ses portes depuis hier. L'événement regroupe pendant 3 jours de milliers de festivaliers venus de différents points du monde. Spectacles, courses de chameaux, manifestations traditionnelles, forums et expositions d'art sont au programme. Ce festival est placé sous le parrainage du ministre de la Culture et celui de l'Artisanat et du Tourisme. C'est le ministre de la Culture, Aman Niang, qui a procédé au lancement de ce festival et c'était en présence de ses collègues en charge du tourisme et de la sécurité intérieure. Ouartem Tombouctou, Adama Djimdi. Au moment où la surveillance aérienne était assurée par des avions, au sol, les forces de sécurité veillaient au grain. Les festivaliers, chacun de son côté, s'affairaient pour les formalités dans une ambiance détendue. Et Essakan 2012 pouvait commencer avec l'hymne à la paix. 3 jours durant, Tombouctou va vibrer au son des spectacles, marqués par des manifestations culturelles, parades de chameaux, expositions et autres conférences. Les initiateurs ont déjà gagné le pari de l'organisation. Ces derniers ont tenu à réaffirmer leur reconnaissance aux touristes qui ont cru au Mali. Honnêtement, nous les remercions pour cette confiance. Et ils nous l'ont déjà dit, ils nous ont dit, si vous le faites, on vient. Et au moment où il y a eu les derniers événements de Tombouctou et Hombori, on s'attendait à 90% d'annulation. Et à notre grande surprise, lorsqu'on dit qu'on continue, il n'y a que très peu qui ont désisté et tous les autres ont dit non, nous venons. Je suis venue parce que je travaille en collaboration avec des Touaregs, par association, aussi dans le nord du Mali, qui n'est peut-être pas toujours facile aujourd'hui pour des Français, mais nous avons maintenu notre participation sans aucune difficulté, parce que les Touaregs ont besoin de nous, ont besoin de tout le monde. Tombouctou, la mystérieuse,
La cité des 333 saints est d'une renommée qui a traversé les âges et les frontières. Cela, grâce à son riche passé historique et à son patrimoine culturel, tel que les mosquées de Djingarayber, Sankoré et Sidi Eya, ainsi que ses manuscrits d'une valeur exceptionnelle. L'ouverture de ce rendez-vous culturel s'est déroulée en présence du ministre de l'Artisanat et du Tourisme et celui de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Les autorités régionales et autres partenaires étaient également de la partie. Tombouctou, qui a déjà sa salle de spectacle de 700 places, il a fallu 200 millions de francs CFA pour la réaliser. L'infrastructure sera officiellement inaugurée demain 14 janvier par le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. Et sur place, c'est un ouf de soulagement pour la jeunesse et les artistes de Tombouctou. Les autorités régionales, elles sont déjà à pied d'œuvre pour réserver au Premier ministre un accueil digne de ce nom. Au Artem Tombouctou, nous retrouvons Adama Djimdi. La nouvelle salle de spectacle de Tombouctou, entièrement climatisée, a une capacité de 700 places. L'infrastructure, qui a coûté environ 200 millions de francs CFA au budget de l'État, comprend une salle de 1300 mètres carrés, 2 vestiaires, une cabine technique, un guichet, un salon VIP, un bureau pour l'administration et un poste de secours médical. Cette salle, tant attendue prioritairement par les jeunes et les artistes de Tombouctou, sera inaugurée par le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. Pour le responsable des jeunes, c'est un double motif de satisfaction pour mobiliser ses troupes. Elle vient ici en visite officielle, mais elle vient également chez elle. Donc pour ce faire, nous avons 2 raisons de sortir. On sort parce que vraiment c'est notre jour. La salle de spectacle, c'est fait pour la jeunesse. On sort également pour rencontrer un responsable de la région de Tombouctou. Nous ne pourrons que nous réjouir en réalité de cette réalisation. Remercier à travers ça de toute la région et de tout le Mali à travers le président de la République, son Excellence Amadou Toumani Touré. Sur le terrain, les populations sont déjà dans la mouvance de la réception du PM et de sa délégation. L'appel que j'ai à lancer aux femmes, surtout puisque c'est elles qui sont concernées en premier lieu, ensuite les jeunes et à toute la société tombouctienne, de sortir massivement, donner un grand courage à notre sœur pour qu'elle sache que les populations de la 6e région sont avec elle dans sa mission, sont avec elle dans tout ce qu'elle a à faire dans ce mandat de mission. Que toute la société tombouctienne du Bismillah. Cette salle de spectacle vient rallonger la liste des réalisations faites par le gouvernement dans la cité des 333 saints. Ces réalisations sont entre autres les logements sociaux, la nouvelle résidence du gouverneur ou encore la maison des femmes. Ici à Bamako, le président du Haut Conseil des collectivités, Oumarou Ag-Mohamed Ibrahim Aïdara, a reçu ce matin en audience 4 délégués de nos compatriotes rapatriés de Libye, tout en se réjouissant des avancées enregistrées par notre pays en matière de démocratie, de gouvernance et de paix. Les délégués étaient venus demander conseil auprès de leurs aînés. Compte rendu d'audience, c'est avec Nando Dambélé. Après Kourouba, où ils sont allés remercier le chef de l'État pour l'accueil qui leur a été réservé depuis leur retour de Libye, nos compatriotes étaient venus demander conseil auprès de leur aîné, au président du Haut Conseil des collectivités. Nous avons écouté ces conseils. Il nous en a prodigué des conseils très sages que nous avons attentivement écoutés et je suis sûr que nous en tirerons profit. Nous avons essentiellement parlé de la paix au Mali, de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la décentralisation en général dans laquelle le Mali s'est engagé aujourd'hui, que nous avons agréablement découvert en rentrant, en venant de Libye, que nous avons découvert ici. Nous avons fait un large tour d'horizon de tous les problèmes du nord du Mali, de la nécessité pour nous, enfants du Mali, de l'extérieur comme de l'intérieur, de nous donner la main afin de travailler ensemble et de construire notre pays. Mohamed Agateli et ses camarades ont par ailleurs assuré de leur disponibilité pour la démocratie, la paix et la bonne gouvernance au Mali en général et dans le cercle des Menaka en particulier, dont ils sont originaires. Nous appartenons au Mali. Donc, et nous, et notre armement,
la patrie fera de nous ce qu'elle voudra. Et ce qui est bon pour le pays, et c'est ce qu'elle sera remise au pays, qui en fera un usage utile pour la nation. Tout en se mettant entièrement à la disposition des autorités nationales, les 117 rapatriés de Libye se disent très satisfaits des différentes rencontres avec les autorités. Élection 2012, la Commission électorale nationale indépendante CENI poursuit sa série de rencontres avec les différents acteurs du processus électoral. C'est ainsi qu'après la société civile et les partis politiques, les membres du bureau de la CENI étaient face à la presse ce matin. Le président de la CENI a saisi cette occasion pour rappeler aux journalistes le rôle capital qui est le leur dans la bonne organisation des élections de 2012. Amadou Sankaré a pris part à cette conférence de presse. Son reportage. C'est la toute première fois depuis son installation le 16 septembre 2011 que le bureau de la Commission électorale nationale indépendante rencontre la presse. Rencontre qui s'inscrit d'ailleurs, selon le président de la CENI, dans l'agenda des activités de la structure. Pour le premier responsable de la CENI, les hommes de médias seront au début et à la fin de chacune des phases du processus électoral. Et dès lors, ils constituent un vecteur important pour relayer l'information auprès des populations. Mais nous savons que vous jouez un rôle extrêmement important pour faire passer l'information, la vraie information de ces structures à la population. Il s'agit ensemble d'avoir des entretiens francs et féconds sur la campagne électorale. Il s'agit pour vous aussi de nous accompagner pour ce qui concerne la distribution des cartes d'électeurs, les opérations de vote, etc. Nous attachons extrêmement de l'importance à vos activités. C'est pourquoi la CENI laisse sa porte ouverte à vos requêtes lorsque vous estimerez nécessaire de nous rencontrer. Cette première rencontre avec la presse ne pouvait que susciter des questions autour de l'organisation des élections de 2012. Nous sommes à une phase décisive. Oui, je crois que la presse, quand même, elle est fin prête. On est en phase de formation. Je crois que la presse va donner la bonne information à la population. Auparavant, le président de la CENI a rappelé aux journalistes les missions assignées à son institution. En prélude à la première édition de sa journée prévue le 16 janvier prochain dans notre pays, l'Association des régions du Mali a tenu une conférence de presse. Cette rencontre avait pour but d'informer l'opinion nationale sur le thème de la journée qui est la formation professionnelle, l'insertion et la coopération nord-sud et sud-sud. Des thèmes d'actualité quand on sait qu'aujourd'hui des milliers de jeunes sont sans emploi. Compte rendu, Adama Tangara. Cette conférence de presse de l'Association des régions du Mali tourne autour de la première édition de la journée qu'elle organise le lundi 16 janvier prochain. L'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse, et il ne peut y avoir de développement sans ressources humaines de qualité. C'est pourquoi l'Association des régions du Mali, le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales et le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle ont décidé pour cette première édition de parler de formation professionnelle, surtout d'insertion des jeunes qui sont sans emploi. Selon les conférenciers, aujourd'hui, des milliers de jeunes n'ont pas de travail ou n'ont pas de compétences requises. Le problème de notre pays aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail, mais c'est parce que parfois, et dans la plupart des cas, la formation que les gens ont reçue n'est pas adaptée aux besoins qui sont identifiés, ou il nous revient souvent de faire appel à des consultants de l'extérieur, alors que nous avons des gens chez nous qui ne travaillent pas. Donc c'est pour ça qu'en partenariat avec notre ministère de tutelle et le ministère de l'Emploi, on s'est dit qu'on va s'attaquer aux problèmes au plus près des populations. Les jeunes, au-delà des jeunes diplômés, il y a les jeunes déscolarisés, il y a les jeunes ruraux qui ne sont pas dans la capitale, qui ne sont pas à Bamako, mais qui sont dans les régions, qui sont sur leur terroir, qu'il faut garder, qu'il faut occuper, auquel il faut donner du travail. Les thèmes de cette journée des régions du Mali sont formation professionnelle et coopération nord-sud et sud-sud. C'est pour cela que les régions du Nord, telles que la France, et les régions du Sud, comme le Sénégal, le Burkina Faso et le Maroc, seront présentes pour parler du rôle des régions dans la formation professionnelle.
Plan Mali vient de renouveler son contrat avec 15 organisations non gouvernementales nationales. Ces 15 ONG œuvrent dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la microfinance et de la lutte contre la pratique de l'excision. Plan Mali qui s'est fixé comme mission la promotion des droits des enfants alloue à cet effet pour la deuxième fois 2,262 milliards de francs CFA. Salimata Ndao est allé voir. Un an après la signature du contrat de 3 ans, une enquête a été menée auprès des bénéficiaires par Plan Mali pour évaluer les résultats. L'obtention de bonnes mentions par les 15 ONG nationales a conduit au renouvellement de leur contrat avec cette structure qui s'est fixée comme mission la promotion des droits des enfants. Pour Plan Mali, les résultats ont été réellement éloquents. Les activités ont couvert 165 communes des régions de Kaï, Ségou, Koulikoro et Sikasso. 115 centres de développement de la petite enfance ont été suivis et une dizaine de villages ont formellement accepté d'abandonner les pratiques de l'excision. Face à ces résultats indéniables, Plan Mali a alors décidé de continuer l'accord qu'on a eu ensemble et en vous donnant aux 15 ONG une enveloppe financière de 2,262,157,590 francs CFA. Les bénéficiaires très satisfaits de l'accompagnement de Plan Mali dans la réalisation de leur projet ambitionnent de doubler d'efforts pour entretenir ce partenariat. C'est un motif de satisfaction, un motif de joie, parce que cela voudrait dire que les ONG se sont sérieusement mis au travail et ont eu des résultats satisfaisants en matière de promotion des droits de l'enfant. Pour 2012, qu'est-ce que nous envisageons? C'est de faire en sorte que les instances politiques au niveau local et au niveau national soient réellement informées, sensibilisées, préparées pour que nous puissions mettre en place un dispositif pour prendre la loi contre la pratique de l'excision. La somme de 2,260 milliards de francs CFA permettra aux 15 ONG nationales de mener leurs activités dans les domaines de la santé, l'éducation, la microfinance, l'hygiène et l'assainissement, entre autres. Ces actions seront concrétisées dans les localités de Baraouli, Kati, Kita, Kangaba, Kadiolo, Badangara et Bankas. Une autre signature de convention, celle entre la structure de microfinance Miscellany et le groupe financier Global Consulting. Cet accord de partenariat est axé sur le financement des besoins des populations maliennes. Le coût de ce nouveau projet de financement est estimé à près de 200 milliards de francs CFA. Ramata Konati. En apposant leur signature à ce document, Global Project Consulting, un groupe financier basé à Bruxelles en Belgique, et Miscellany, une structure de microfinance de la place, s'engagent à aider les populations pour le financement de leurs besoins. Ce programme a pour ambition de mettre à la disposition des populations maliennes pour que vraiment les Maliens puissent mener des activités qui les permettront effectivement d'engager des ressources, qui les permettront de lutter effectivement contre la pauvreté. Ce projet que nous inaugurons aujourd'hui est un projet qui sera géré selon les principes de la cogestion. Près de 200 milliards de francs CFA, c'est le montant de cet accord de partenariat. Le nouveau projet de financement s'adresse aux salariés et aux micro-entrepreneurs, notamment les commerçants, artisans et agriculteurs. Au dire du mandataire du groupe Global Consulting, les femmes sont prioritaires en ce qui concerne l'accès à ce financement. Le nouveau projet devra contribuer à la réduction de la pauvreté au Mali. Les populations du Kapolondougou étaient à Farakala, dans le secteur de Sikasso, pour la célébration du cinquantenaire de l'école de ce village. Occasion de parler de la vie de la vieille école créée en 1959 et de réitérer l'engagement des autorités scolaires à promouvoir les langues nationales. L'événement était présidé par le professeur Salikou Sanogo, ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales. Commentaire Brima Kone. Le cinquantenaire de l'école de Farakala se fête sur initiative des 76 anciens élèves de la première promotion de cet établissement créé en 1959 par le pasteur Araf Herbert Rouf. Une fête qui traduit la volonté des ressortissants de l'ex-arrondissement de Gourouala de contribuer au développement de leur localité.
Un développement qui, selon les autorités municipales, passe par la valorisation du secteur éducatif. Si l'éducation constitue le socle du développement, non seulement de l'être humain, mais aussi de toutes les sociétés organisées, il n'en demeure pas moins que cet objectif ne pourrait être atteint sans une formation de base solide. Le chemin est long et parsemé d'embûches avec son couleur d'insuffisance des salles de classe. Le collectif des anciens élèves de l'école de Farakala, qui souhaite voir cet établissement plus studieux qu'avant, a fait son historique. Cette école a eu à former de grands cadres. Et je vous dis que la première année du CEP, en 1970, le premier national venait de cet établissement. En 1992, quand le ministre Baba Akib Aïdara avait créé au lycée Askia Mohamed une classe spéciale avec les 30 premiers du DIEF, il y a un qui a fait ses premiers pas d'élèves ici, qui était parmi ces 30 élèves. Le professeur Salikou Sanogo a exprimé l'importance des langues nationales et a insisté sur l'implication des autorités communales dans la promotion de ces langues. L'école porte désormais le nom de son créateur, le pasteur Ralph Herbert Roufa. Voilà des images VHS et non d'archives. Comment travailler et vivre au Canada avec un visa de résidence permanent? La question était au centre d'une conférence mercredi ici à Bamako, conférence au cours de laquelle le président directeur général de Access Canada a expliqué les différents critères d'immigration au Canada. C'était en présence de notre reporter Mamourou Sidibé. Le président directeur général de Access Canada était devant la presse ce mercredi pour jeter un éclairage sur sa firme et confirmer la possibilité réelle de travailler et même de vivre au Canada. Au Mali, comme dans les autres pays de la région, nous voulons bâtir une structure qui informe bien les candidats. Nous, on ne dit jamais aux candidats qu'il faille immigrer ou nous ne sommes pas là pour comparer quoi que ce soit. On dit simplement aux gens, vous avez sur place une firme qui est crédible, qui est accréditée par les autorités du Canada et du Québec, et que quand vous êtes prêt à faire votre démarche, si vous souhaitez le faire, nous, on est là pour vous aider de façon professionnelle et efficace. De mars 2010 à nos jours, le dossier de quelques dizaines de Maliens est accepté sur des centaines de demandeurs de visa. Il était alors opportun pour M. Guerrero de venir expliquer les critères d'immigration. C'est ainsi qu'il a parlé de la politique canadienne d'immigration, la notion de personnes à charge, les processus de sélection, les conditions d'admission et de la firme Access Canada Mali. L'Access Canada est, selon les initiateurs, une firme encadrée et structurée. Meeting d'information et de sensibilisation du Conseil national des jeunes en faveur des réformes constitutionnelles du 29 avril prochain. Ça se passe à Ségou. Ce meeting a regroupé l'ensemble des jeunes de la capitale des Balanzans et de Ségou, le compte rendu de Fousseni Diara. Pour un oui massif des jeunes de Ségou au référendum constitutionnel du 29 avril prochain, c'est cet appel qu'a lancé le Conseil national des jeunes du Mali au cours de ce meeting à Ségou. Au cours de ce meeting, il s'agissait pour le bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali d'expliquer et de convaincre les jeunes de la capitale des Balanzans pour un oui massif lors du référendum constitutionnel que notre pays s'apprête à organiser le 29 avril prochain. Dans les réformes constitutionnelles, il n'y a rien qui puisse empêcher qu'on vote ces réformes-là. Donc je demanderai à tout le monde de s'impliquer dans les familles, dans les quartiers, dans les villages, dans les villes pour que les réformes puissent passer haut les mains. J'avoue qu'à travers les déclarations et tout ce que j'ai observé cet après-midi dans cette salle me réconforte. Me réconforte dans la mesure où tout ce qui est attrait aux élections de 2012 doit nous interpeller. Et si déjà nous avons des gens qui ont le souci de la bonne organisation de cette élection et qui regroupent des centaines de jeunes pour leur expliquer le contenu, l'importance et surtout la tenue dans la paix et la tranquillité de ces élections, nous ne pouvons que nous réjouir et faire tout notre possible pour accompagner ces jeunes dans cette voie. Ce meeting du Conseil national des jeunes du Mali à Ségou a pris fin par la prestation des jeunes rappeurs de la cité des Balanzans.
En 5e région, les rideaux sont tombés dimanche soir sur la première édition du festival Daoula Poulakou à Douanza, une rencontre qui a vu la participation des festivaliers venus du Niger, du Burkina Faso, du Nigeria et de la Guinée équatoriale ainsi que du Mali. Ils ont pu découvrir la culture Peul dans toutes ses dimensions, mode vestimentaire, coiffure et parure, chant et danse. Yacouba Maïga. Cette première édition du festival Daoula Poulakou a été véritablement le pôle d'attraction des communautés Peul autour du riche et varié patrimoine culturel de leur terroir commun qui est le Sahel. C'est un festival qui se veut un espace de rassemblement de tous ceux qui œuvrent pour la consolidation et le renforcement des bonnes pratiques traditionnelles en milieu Peul. Cela est devenu réalité grâce à vous tous. Ce nom Daoula Poulakou a été mérité dans le cercle de Douanza. 3 jours durant, la capitale du Haïré était à l'heure bariolée du festival avec de la musique, de la danse et du théâtre. La fête en plein air était également une manière de promouvoir l'idée d'intégration entre les communautés Peul venues d'horizons divers. Autre temps fort du festival Daoula Poulakou, l'exposition Vente et Animal. Sur le site, on trouvait de tout, des aliments traditionnels ou bovidés, en passant par les vêtements, les étoffes, l'habitat Peul et les objets d'art de toutes sortes. Plus on se connaît, mieux on se comprend et mieux on se porte très bien. Il faut qu'on permette, en tout cas, au reste du monde de découvrir ces talents cachés, toute cette diversité culturelle. Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que ce festival a tenu toutes ses promesses et a comblé les attentes, traduisant ainsi les objectifs du PDS, du président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré, visant à faire de l'industrie culturelle un levier du développement pour un Mali émergent. Sans la musique, cette première édition du festival Daoula Poulakou n'aurait jamais été une fête. Une pléiade d'artistes et de troupes folkloriques venus du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont entraîné les nombreux spectateurs dans un voyage musical qui a été l'apogée de cette manifestation artistique et culturelle de 3 jours à Douanza. Le festival au féminin dénommé Les Voix de Bamako a été lancé hier au Palais de la Culture. C'était à travers une conférence de presse qui a permis de donner le programme et de parler des innovations de ce grand tournant culturel. Cette 5e édition du festival au féminin Les Voix de Bamako vise à rehausser le talent des artistes, en particulier et en général la culture malienne. Le reportage de Brima Kone. Cette conférence de presse se tient en prélude à la 5e édition du festival au féminin Les Voix de Bamako, prévue pour le 18 janvier 2012. Elle a pour but d'informer les populations maliennes sur les bienfaits du dit festival. L'objectif du festival international au féminin Les Voix de Bamako, c'est de rehausser la tradition, l'art et la culture africaine, mais en particulier malienne. On est engagé pour une cause. Cette cause, c'est les femmes. C'est pour cela qu'on a dédié ce festival aux femmes. Les Voix de Bamako, c'est un festival au féminin dans lequel les hommes ne sont pas exclus. L'association Colomba, organisatrice du festival au féminin Les Voix de Bamako, se félicite d'avoir créé un cadre partenarial amélioré entre les artistes. C'est là pour le grand bonheur de la culture malienne. Un festival, c'est pour le développement d'un pays. Et un festival, c'est pour donner la chance pour une ouverture internationale aux artistes du pays. Donc, puisque nous sommes les artistes, on a voulu créer un réseau en basant sur notre lutte et en dédiant ce festival aux femmes, mais aussi pour une ouverture, pour donner la chance à tous les artistes du Mali. Au programme de ce tournant culturel important, des prestations d'artistes de renommée nationale, internationale, des conférences, débats sur la violence faite aux femmes, le mariage forcé, l'exploitation des femmes dans les foyers. L'une des innovations majeures cette année sera la participation de Guima National Habib Damele avec son spectacle Kanouté Kavizako. Le projet d'appui à la politique environnementale améliore considérablement le cadre de vie des populations de sa zone d'intervention. C'est du moins le constat fait par le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, Tiemoko Sangaré, en visite des chantiers du projet dans la région de Ségou. Hier, le professeur Sangaré était dans les cercles de Tomignan, San et Ségou. Fousseni Samake était avec lui, son compte rendu.
Par cette visite, des réalisations du projet d'appui à la politique environnementale PAP dans les cercles de Ségou, San et Tominian, le professeur Tiemogo Sangaré voulait non seulement s'enquérir de l'état d'exécution du projet, mais aussi et surtout son impact environnemental. À Ouan, dans les cercles de San, le dispositif de collecte des eaux de pluie, contour tracing, permet de ralentir le ruissellement des eaux de pluie en favorisant leur infiltration. Autre localité, autre réalité. Nous sommes dans la forêt Terra, dans le cercle de Tominian. Ici, le projet entretient 4736 hectares à travers un comité de gestion. À Ségou, le ministre Tiemogo Sangaré a visité la forêt de Minankofa d'une superficie de 412 hectares dans la commune de Sizana. Vous avez vu un espace qui était resté improductif pendant plus de 50 ans et qui aujourd'hui permet aux populations de produire. Et nous sommes également passés voir des forêts plantées, entretenues par les populations. Donc je pense que ces exemples-là sont la preuve que nos populations peuvent, si elles sont bien accompagnées, prendre en charge les préoccupations relatives à la protection de l'environnement. Mais nous avons eu la bonne fortune d'être accompagnés par des partenaires de qualité. Et dans le cas précis, je voudrais citer la coopération allemande à travers la GIZ. Ça, c'est très important qu'on a pu trouver une solution d'immédiat, mais la solution de moyen terme, de long terme, c'est vraiment ce qu'on fait ici, c'est-à-dire qu'on investit dans les ressources en impliquant les jeunes, les femmes qui jouent un rôle très important. Le ministre Tiemogo Sangaré et ses partenaires GIZ et PAM ont remis 107 tonnes de mil sorgho et un important lot de matériel de travaux à la population de Ouan. Les associations féminines des villages impliquées dans la gestion des forêts visitées ont bénéficié de matériel d'exploitation de beurre de karité. Le cousinage n'est pas resté en marge de cette visite. Les cousins bois du professeur Tiemogo Sangaré l'ont donné le sobriquet d'Aberi au rythme du balafon. Et nous reparlons des élections en 2012. Les musulmans s'en préoccupent. Ainsi, l'Association islamique pour le développement et les œuvres humanitaires a organisé une prière pour la paix. À l'unisson, les fidèles musulmans ont imploré le clément et le très miséricordieux pour des élections apaisées au Mali et un climat de paix en Afrique et dans le monde. Alpha Maïga. Au Mali, l'enjeu de la nouvelle année 2012, c'est bien la tenue dans quelques mois de l'élection d'un nouveau président de la République et des nouveaux députés à l'Assemblée nationale, sans oublier le référendum. Et c'est pour voir en paix les héritiers de Soundiata Keïta, Soumangourou Kanté, Babemba Traoré, Soni Alibert, Sekou Amadou, Firoum Agalien Sarr, j'en passe, qu'une prière est dite. Cela, voir vivre en harmonie les fils du Mali avant, pendant et après les élections générales de 2012. Nous avons l'habitude d'organiser des journées de prière et de recueillement pour que la paix et la sécurité règnent toujours, une sécurité durable. Nous saisissons cette occasion de faire des bénédictions spéciales pour nos frères en Libye et pour nos frères en Égypte et ensuite en Syrie et dans le monde tout entier. C'est pourquoi nous demandons à Allah que les élections générales prévues ici au Mali soient dans les meilleures conditions. C'est le centre islamique de Hamdallah qui a servi de cadre pour cette prière de paix, depuis l'aube par la lecture du Saint-Coran, et cela jusqu'à la grande prière du vendredi, à l'unisson, implorer le clément, le très miséricordieux. La mosquée du centre islamique, la deuxième mosquée dans la capitale Bamako, donc c'est une très belle chance pour prêcher, pour aider à sensibiliser la civilisation des citoyens maliens pour mieux se comporter. On attend toujours de faire les bénédictions, tout ça, et que Dieu nous assiste à réaliser nos objectifs dans la vie quotidienne. Qu'Allah le Tout-Puissant exauce nos vœux et nos prières pour un Mali de paix. Nous a-t-on confié un grand nombre de fidèles musulmans venus pour la circonstance.
Un climat de paix favorable au sport et du sport football. CAN 2012, le stage de préparation des aides du Mali en route pour le Gabon se poursuit à Lomé. Après le choix des 23 joueurs, l'encadrement technique s'attaque maintenant au travail de fond et dans la capitale togolaise où les conditions climatiques actuelles s'apparentent à celles du Gabon. L'occasion est donc bonne pour une meilleure adaptation au climat gabonais. Envoyés spéciaux à Lomé, Cheikh Amadou Bari et Abouakar Traoré. Arrivé mercredi dernier à Lomé pour un stage de préparation en vue de la CAN, la sélection malienne a eu le domicile à l'hôtel Guise Palace situé dans une banlieue de la ville et doté de toutes les commodités qu'il faut pour une délégation sportive. En choisissant le Togo comme dernière étape de préparation, l'encadrement technique qui visait un objectif plus ou moins atteint. Oui, alors d'abord, bien, en ce stade-là, on a pu se rendre compte que les conditions climatiques étaient similaires à celles du Gabon. Et en arrivant, effectivement, on a subi la différence entre le Mali. Et puis, on voit que maintenant, on s'habitue à cette température chaude et humide. Donc déjà, ça y est, on est dans les mêmes conditions de jeu. Après, on a lancé cette préparation. Chacun est bien installé, on est au calme. Et maintenant, le travail se met progressivement en place. Et on va continuer à pouvoir mettre tous les joueurs au même niveau de forme. C'est que le but ici, renforcer l'état d'esprit, le fonctionnement de l'équipe et bien sûr le traduire par le collectif que l'on veut développer et affirmer encore plus. La sélection malienne est arrivée dans la capitale togolaise à 26 joueurs alors qu'il en faut 23 pour disputer une CAN. Il fallait donner une liste de 23 joueurs officiels. Ça a été très difficile de dire à 3 joueurs qui participent qu'ils ne seront pas dans la liste de la Coupe d'Afrique. Mais en même temps, on ne pouvait pas non plus venir ici avec dans une situation où on allait peut-être être pénalisé à cause de blessés et ne pas avoir à disposition des joueurs. Donc c'est pour ça que c'était très compliqué sur le plan humain par rapport à ces joueurs-là. Et en même temps, l'intérêt pour la sélection, c'était d'avoir la possibilité de faire face à toute situation délicate. Et on sait bien que dans une préparation, on peut avoir des désagréments. Donc voilà, il fallait le faire. Apparemment, dans l'ensemble, il n'y a pas de problème majeur. Une très bonne ambiance règne au sein du groupe. L'atmosphère est bon enfant et la discipline est de rigueur. Et nous poursuivons notre série de présentations des équipes qualifiées pour la phase finale de la CAN 2012. Gros plan ce soir sur la Côte d'Ivoire et le Soudan qui seront aux prises pour la rencontre d'ouverture du groupe B. Kodisibi. Les éléphants des Côte d'Ivoire participeront à leur 22e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations au Gabon et en Guinée équatoriale. Malgré cette présence qui fait partie des records, les Ivoiriens n'ont remporté la CAN qu'une seule fois en 1992 au Sénégal. Pourtant, la génération de Yaya Touré, Didier Zokora, Bonaventure Kalou et autres Didier Drogba est annoncée favorite à chaque édition. Un statut que les Ivoiriens n'ont malheureusement jamais pu honorer. La Côte d'Ivoire a survolé son groupe éliminatoire avec un impressionnant sans faute. À 2 journées de la fin de ces éliminatoires, Drogba et ses coéquipiers avaient déjà leur billet en poche pour la phase finale. Pour préparer le rendez-vous du Gabon et de la Guinée équatoriale, les Ivoiriens ont déjà livré 3 rencontres amicales, victoire 1-0 devant le Mali, 4-3 face à Israël et nul 1 partout face à l'Afrique du Sud. En l'absence des grandes nations de football comme le Nigeria, le Cameroun et surtout sa bête noire, l'Égypte, la Côte d'Ivoire pourra-t-elle enfin mettre la main sur le trophée continental? En tout cas, au premier tour, les équipes de l'Angola, du Burkina Faso et du Soudan ne devraient pas constituer un gros handicap pour les éléphants. Justement, les Ivoiriens ouvriront le bal le 22 janvier contre le Soudan. Le dernier sacre du Soudan en CAN remonte de 42 ans. Depuis 1970, plus rien pour les crocodiles du Nil. Après un gros passage à vide dans les années 80, 90 et 2000, le Soudan revient petit à petit en grâce et dans le jeu en se qualifiant pour la CAN 2010. Au Gabon et en Guinée équatoriale, les Soudanais participeront à leur 8e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Pour bien préparer ce rendez-vous, le Soudan, en stage au Qatar, a battu le club qatari d'Al Jaïs 2-1, mais s'est incliné devant la Tunisie 3-0 et face au Sénégal 1-0. Malgré qu'ils soient dans un groupe difficile, les Soudanais espèrent aller au-delà du premier tour de la compétition, mais la tâche ne sera pas des plus aisées.
Sport football toujours, la 7e journée du championnat national a démarré hier au stade Modibo Keïta. Cette rencontre s'est soldée par la victoire des Rouges du Djoliba, 2-0 face au stade malien de Bamako. La seconde rencontre a été remportée par l'ASCO, 2-1 face aux 11 créateurs de Nyarela. Le compte rendu de ces deux matchs, c'est avec Abdul Karim Kaba. Le classico malien Djoliba AC, stade malien de Bamako, a bien tenu son rang. Les 25 000 places du stade Modibo Keïta ont été presque remplies par les supporters. Le match est aussi bien animé dans les gradins que sur le terrain. Pendant 30 minutes environ, dans cette rencontre, aucune action notoire. La première vraie occasion est pour le Djoliba AC à la 31e minute. Sur cette action, les attaquants rouges manquent d'imagination. La réplique des Blancs est intervenue 7 minutes plus tard. Le gardien des Rouges a empêché Bakary Koulibaly d'ouvrir le score. À 2 minutes de la pause, suite à un corner tiré par Idrissa Namalaïko Traoré, Boubacar Bangoura jaillit de la tête, il met la balle au fond des filets. 1-0 pour le Djoliba AC, score à la mi-temps. En seconde période, le match baisse un peu d'intensité. Le jeu se concentre au milieu. 65e minute, une action rondement menée par les Rouges est stoppée par la suite par Abdoulaye Samaki. 5 minutes après, le montant gauche sauve le Djoliba AC de l'égalisation. À la 75e minute de jeu, sur un débordement à droite, Mohamed Sissé, qui est entré 7 minutes plus tôt, inscrit le deuxième but des Rouges. À 2-0, la messe est dite et plus rien ne changera au tableau d'affichage. Avec cette victoire, le Djoliba AC conforte sa première place au classement. En deuxième rencontre de la soirée, les 11 créateurs de Nyarela en violet étaient face à l'ASCO. Après 16 minutes de jeu, le portier Mamadou Traoré est remplacé sur blessure. Sur un tir lointain de Bakeïta, les jeunes de Korofina ouvrent le bal à la 23e minute. Après un petit moment de flottement, l'ASCO récidive avec son jeu court et précision dans les passes. 39e minute, Moussa Kone double la mise dans un angle fermé. Score à mi-parcours, 2-0 pour l'ASCO. À la reprise, les créateurs reviennent avec un autre visage. Ainsi, Mamadou Soro réduit le score pour l'équipe de Nyarela. Malgré la pression de 11 créateurs en deuxième mi-temps, l'ASCO ne cédera pas. 2-1 pour l'ASCO, résultat final. Le Djoliba AC et l'ASCO sont les heureux gagnants de ces rencontres inaugurales de la 7e journée du championnat national de Ligue 1. Avant de refermer ce journal, nous vous rappelons que le président de la République, Amadou Toumani Touré, et sa délégation ont regagné Bamako. Aujourd'hui, en début d'après-midi, le président de la République, vous l'avez vu sur les images en début de journal, a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Sissé Mariam Kaïdama Sidibé ainsi que par de nombreuses autres personnalités. Le chef de l'État était à New Delhi, en Inde, depuis lundi dernier pour une visite officielle de 3 jours, visite au cours de laquelle la délégation malienne a signé plusieurs accords avec la partie indienne. 3 jours donc d'intenses activités pour le président et sa délégation, au-delà des rencontres avec leur lot de signatures d'accords et de plaidoyers devant investisseurs privés. Amadou Toumani Touré était la vedette du palais de New Delhi qui a abrité en une journée 4 rencontres au sommet entre ATT et Madame Pratibha Patil, couronnées par un dîner officiel aux couleurs Mali-Inde. Le récit de nos envoyés spéciaux, Sori Ibrahim Keïta et Brahima Koulibaly, ce sera dans nos éditions de demain. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pour le week-end, vous serez en compagnie de Ibrahima Djombele à 13h et Nyanya Alou Traoré à 20h. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Bonsoir et bon week-end.